Merci. Madame et messieurs les modérateurs, permettez-moi de récidiver mes remerciements au docteur Belkadir pour son invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et je suis aussi assez fier d'être là, à côté du drapeau de votre pays, qui a pris l'initiative d'organiser et de réunir des éminents diabétologues venus du Moyen-Orient et de l'Afrique. Merci beaucoup pour et d'Europe. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'oméga, plutôt que l'alpha. C'est l'aval, plutôt que l'amont. En d'autres termes, plus simples, je voudrais aujourd'hui parler des nouveautés, des innovations thérapeutiques chez ces malades diabétiques de type 2 qui sont arrivés au bout du rouleau. Chez ces malades diabétiques de type 2 où le traitement oral ne suffit plus, qui sont devenus insulino-requérants ou qui sont au bord de l'insulino-requérance. Le plan de mon exposé, ce sera donc de discuter d'une part, ce sera la première partie, des innovations dans l'insulinothérapie, dans le traitement par insuline, et puis la seconde partie, ce sera de discuter les innovations dans le champ des agonistes du GLP1. Alors, envolons-nous, décollons vers les insulines, et pour gagner une minute, monsieur le modérateur, prenons un avion rapide. Nous allons discuter des insulines à action prolongée et des insulines à action lente, si ceci fonctionne. Voilà. Alors, quand on parle des nouvelles insulines à action prolongée, il y a deux acteurs. Il y a d'une part l'insuline d'Egludec, la Tresiba de chez Novo, et il y a d'autre part la Glargine, 300 unités par millilitre, donc c'est l'insuline Tougeo d'Aventis. Alors vous allez me dire, bon, l'insuline d'Egludec, c'est quand même pas si nouveau que ça, et vous avez raison, néanmoins, il y a du neuf. Alors, l'insuline d'Egludec, c'est un analogue de l'insuline qui se démarque de l'insuline humaine par une perte d'un acide aminé en position B30 et par l'ajout en position B29 d'un acide gras à 16 carbone via un pont d'acide glutamique. Alors ces modifications physico-chimiques amènent des modifications de cinétique et d'action, et vous voyez que cette insuline d'Egludec, par rapport à l'insuline Glargine, par rapport à l'insuline Lantus, a une demi-vie qui est nettement, significativement prolongée, 25 heures versus 12 heures, c'est une des modifications. L'autre modification étant une diminution de la variabilité glycémique, une diminution de 4 fois, donc 4 fois de moindre variabilité pour la Degludec que pour l'insuline Lantus. Alors, au fond, ça vous le saviez. Ça vous le saviez. Ce que l'on ne savait pas, c'était quel est le devenir cardiovasculaire des malades diabétiques de type 2 ou éventuellement de type 1 qui seraient traités par cette nouvelle insuline. Et c'est une exigence, comme vous le savez, de la FDA aux États-Unis de s'enquérir de cette évolution cardiovasculaire. Alors, une étude qui est online dans le New England, c'est l'étude DEVOTE, elle va répondre à la question. Elle va répondre à cette question, quelle est la sécurité cardiovasculaire de l'insuline d'Egludec par rapport à l'insuline Glargine. Et les malades qui seront concernés sont des malades diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire. L'objectif primaire, c'est les événements cardiovasculaires, le MES classique, donc le décès cardiovasculaire, l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral non fatal. Qu'en est-il quand on compare chez ces malades diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire, l'insuline d'Egludec à l'insuline Glargine, et cela au cours d'un suivi de quelques années. Mais ce que l'on constate, c'est qu'en termes d'hémoglobine glycatée, que vous utilisiez l'une ou l'autre des insulines,
globalement, c'est très comparable. La différence n'est pas cliniquement relevante. Et ça pour la même dose d'insuline. Donc pour la même dose d'insuline, on obtient au bout de l'étude le même contrôle glycémique, la même hémoglobine glycatée. Alors, quelle est la réponse quant à l'objectif primaire? La réponse est assez claire. La réponse est tout à fait claire dans le sens qu'il n'y a quasiment aucune différence. Il y a 9% en moins d'événements cardiovasculaires dans le groupe Degludec par rapport au groupe Glargine, mais cette différence de 9% n'atteint pas le seuil de la signification. Donc il y a une sécurité cardiovasculaire. C'était la conclusion de l'étude. Je vous ai parlé de l'objectif primaire. En fait, il y a un objectif secondaire qui, pour les cliniciens comme vous et moi, est intéressant. Cet objectif secondaire, c'est l'hypoglycémie. On a vu, il y a une moindre variabilité glycémique, il y a un allongement de la demi-vie. Est-ce que ceci peut avoir des conséquences en termes de glycémie, ou mieux, en termes d'hypoglycémie? Et là, la réponse est sans aucune équivoque, si ça fonctionne. Voilà, la réponse est sans aucune équivoque, puisque vous constatez une réduction des hypoglycémies sévères de l'ordre de 40% avec l'insuline Degludec. 40% en moins d'hypoglycémie sévère, 50%, près de 50% en moins d'hypoglycémie sévère nocturne. Donc, je pense que pour les cliniciens que nous sommes, c'est là un message fort intéressant. J'en ai terminé avec cette première insuline à longue durée d'action. Qu'en est-il de l'autre insuline, la Glargine, 300 unités par millilitre? Au fond, le message, il va être très comparable. Cette insuline tout géo. La différence, c'est la concentration, 300 unités versus 100 unités par millilitre. Autrement dit, quand on injecte la même quantité d'insuline dans un volume qui est réduit des 2/3. C'est intéressant mécaniquement, en particulier chez les malades qui ont des injections de haute dose d'insuline. Est-ce que ceci modifie les caractéristiques, cette concentration, cette super concentration? Oui. Regardez la stabilité de cette insuline, d'une part, et d'autre part, son activité, la durée de son activité qui est prolongée, la démarque par rapport à la Glargine classique. Vous voyez dans le schéma d'en bas, quand on mesure l'infusion de glucose dans des techniques de Clan, eh bien, en vert, vous avez une activité qui est prolongée de cette insuline. Donc, différence quand même pharmacocinétique assez importante. Maintenant, puisqu'il y a des différences, que ceci, à nouveau, amène des différences en termes de qualité du contrôle glycémique, ben là, la réponse est non, tant dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1. L'évolution des hémoglobines glycatées est vraiment tout à fait comparable. Ce n'est pas là que vous allez gagner. Vous gagnez déjà mécaniquement, mais si vous ne gagnez pas en termes d'hémoglobine glycatée, est-ce que vous gagnez en termes d'hypoglycémie? La réponse est oui. La réponse est oui, si l'on cible les hypoglycémies nocturnes. Et là, vous voyez que la réduction des hypoglycémies nocturnes, elle est de l'ordre de 20 à 25%, tant dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2. J'en ai terminé avec les insulines à longue durée d'action. On va en arriver aux insulines maintenant à courte durée d'action. Et là aussi, il y a du neuf. Oh, il y a du neuf et il y a du futur. Je ne vous parlerai pas des insulines ultra rapides, biochaperonées, ou des insulines recombinantes hyaluronidase, parce que ça, c'est le futur, mais il y a déjà un présent. Et le présent, je l'ai entouré en rouge, c'est l'insuline ultra rapide, parce qu'en fait, l'objectif de ces modifications, c'est de rapprocher le profil d'action de ces insulines ultra rapides de la physiologie, de la sécrétion physiologique par la cellule B d'insuline. Alors, est-ce que cette insuline rapide ASPART, qui s'appelle FIASP, est-ce que cette insuline rapide ASPART va répondre en ces critères? Je viens tout de suite.
Voilà. Continue. Encore. Oui. Encore. Voilà. Donc, d'abord, c'est quoi cette insuline ultra rapide? C'est une insuline analogue, qui est déjà trafiquée au départ, mais qui est surtrafiquée. En ce sens qu'on a rajouté à l'insuline asparte de la vitamine B3 pour sa capacité, qui améliore sa capacité de résorption, et de l'arginine qui améliore sa stabilité. Et de fait, ce que vous pouvez constater, c'est que cette différence de niveau physico-chimique amène d'importantes différences en termes d'imprégnation insulinique. D'abord, le début de l'action est beaucoup plus précoce. C'est 4 minutes. C'est 4 minutes par rapport à 9 minutes pour l'insuline asparte habituelle. Et puis, ce que vous constatez de manière intéressante, c'est qu'au cours de la première heure après l'injection, l'imprégnation insulinique est multipliée par un facteur 2. Donc on a un double en termes d'imprégnation insulinique. Et ceci se vérifie quand on analyse par clan la perfusion de glucose. Vous constatez que la perfusion de glucose au cours des 60 premières minutes est augmentée de 70%. Ça veut dire que l'insuline, pendant la première heure, est 70% plus efficace que l'insuline asparte classique. Est-ce qu'il y a des conséquences en termes de qualité de contrôle glycémique? Vous avez anticipé, le bénéfice, il est sur les glycémies postprandiales. Les glycémies postprandiales sont significativement améliorées sous cette insuline ultra rapide que sous insuline rapide. En termes d'hémoglobine glycatée, on a une réduction qui est au bord de la signification. Il y a un petit mieux en termes d'hémoglobine glycatée quand on utilise ces insulines ultra rapides par rapport aux insulines ultra rapides par rapport aux insulines ultra rapides simples. Ceci est lié à cette diminution du pic postprandial. Alors, on ne peut pas évoquer ces insulines ultra rapides sans parler de l'autocontrôle glycémique et des innovations dans l'autocontrôle glycémique. Et on ne peut pas faire l'économie là de parler de l'autocontrôle non invasif. L'autocontrôle non invasif avec l'appareil qui s'appelle aujourd'hui Flash Libre, qui est produit par la société Abbott. Vous voyez le matériel, vous voyez un capteur qui est placé dans le tissu sous-cutané et qui va mesurer la glycémie interstitielle, et vous voyez au centre le lecteur. Et donc, de cette manière-là, le malade, avec le lecteur, en passant le lecteur devant le capteur, peut mesurer des milliers de fois par jour sa glycémie de manière totalement non invasive. Ceci est évidemment un progrès en termes de qualité de vie. Si je voudrais la diapositive, un progrès en termes de qualité de vie, puisque on peut, à partir de cette multiplication, de cette démultiplication des contrôles de la glycémie interstitielle, dégager une courbe de tendance, comme vous voyez chez ce malade-là, où on se rend parfaitement compte que le patient est sous-dosé en cours de matinée et en début d'après-midi. Il est par contre bien traité, il est par contre bien contrôlé en fin de nuit. Est-ce que ceci a des répercussions? Il y a peu de littérature, mais il y a déjà une littérature. J'ai repris simplement un article du Lancet de 2016 montrant que ces malades qui utilisent ce nouveau système, eh bien, ils détectent beaucoup plus d'hypoglycémie qu'ils ne le détectaient précédemment. Et regardez, 38% de réduction de temps passé en hypoglycémie chez ces patients. Alors j'en arrive maintenant aux agonistes du GLP-1. Il me reste une minute, j'en ai pour 2 à 3 minutes. Les agonistes du GLP-1, on connaît leurs bénéfices. Ils sont là depuis 2005, on connaît leurs bénéfices glycémiques, pondérales, tensionnels.
on l'avait montré. L'étude leader en 2016 l'a largement confirmé. Bénéfice pondéral, bénéfice glycémique, bénéfice tensionnel. Mais ce que l'étude leader en 2016 avait aussi montré, c'était le bénéfice cardiovasculaire. Rappelez-vous, cette réduction de l'ordre de 13 à 14% des événements cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf en 2017 ? Ce qu'il y a de neuf en 2017, c'est que cette étude a été revisitée. Elle a été revisitée et elle donne lieu à des nouvelles données. En fait, revisiter, ça veut dire quoi ? Mais ça veut d'abord dire qu'elle est confirmée. Elle est confirmée, ça c'est la récidive des événements cardiovasculaires. C'est une étude post-hoc. C'est la récidive des événements cardiovasculaires et vous constatez que, le risque, il est exactement le même que dans l'étude Princeps, autrement dit, sous liraglutide, puisqu'il s'agit du liraglutide, sous liraglutide, 14% de réduction d'événements récidivants. Alors, revisiter, ça veut aussi dire qu'on a mieux analysé le pourquoi, les mécanismes de ce bénéfice cardiovasculaire. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Ben, on a constaté que ce bénéfice cardiovasculaire sous liraglutide, sous Victoza, par rapport au placebo, il n'était pas du tout lié aux médicaments cardioprotecteurs des malades au début de l'étude, quand ils sont inclus. C'est pas parce que vous avez des bêta-bloquants, des statines, que vous allez avoir ce bénéfice. Non, le bénéfice, il est statistiquement totalement indépendant de ces médicaments. Il est totalement indépendant, ce bénéfice, d'une prise au départ de l'étude, à l'inclusion de l'étude, d'insuline ou pas d'insuline. Alors, l'hypoglycémie, question de bon sens. Est-ce que finalement les malades qui ont ce bénéfice cardiovasculaire, c'est pas ceux qui font moins d'hypoglycémie ? Et la question est logique, puisque regardez, dans l'étude, c'est aussi post-hoc, il y a quand même 30% en moins d'hypoglycémie dans le groupe actif liraglutide que dans le groupe placebo. Eh bien pourtant, ce n'est pas l'hypoglycémie. Ce n'est pas l'hypoglycémie. Regardez, que vous fassiez des hypoglycémies sévères ou que vous n'en fassiez pas, vous avez toujours 12 à 15% de réduction dans le groupe liraglutide par rapport au placebo. Alors, est-ce que ce n'est pas le contrôle glycémique ? Ça, c'est une question de bon sens. On aurait tendance à répondre oui. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non. Regardez, si vous considérez les patients qui ont la réduction la plus marquée de l'hémoglobine glycatée au cours de l'étude, ou que vous regardez les patients qui ont la réduction la plus faible de l'hémoglobine glycatée au cours de l'étude, que ce soit sous placebo ou que ce soit sous liraglutide, eh bien, le nombre d'événements, le nombre de patients qui font des événements, c'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas non plus l'hyperglycémie. Ce ne sont pas les médicaments cardioprotecteurs, ce n'est pas les insulines, ce n'est pas l'hypoglycémie, ce n'est pas le contrôle glycémique, mais alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Ben, on ne sait pas répondre. Alors c'est quoi ? C'est l'effet spécifique, percé, c'est l'effet spécifique de l'agonisme du GLP-1 via des mécanismes cardiaques, cardiovasculaires, et via des mécanismes vasculaires endothéliaux, avec, regardez, l'inflammation comme étant un facteur, c'est cette diapositive-ci, avec l'inflammation comme étant un commun dénominateur de réduction de risque. Alors, dernier point, je termine par là. Rappelez-vous Sustain. Sustain, c'est le sémaglutide. C'est une publication en 2016. Est-ce qu'il y a du neuf ? La réponse est oui. Quand vous vous rappelez les conclusions de Sustain avec une réduction dramatique au sens anglo-saxon du terme, de près de 25% du risque cardiovasculaire, bien plus que dans l'étude leader. Et cette réduction de risque, elle était liée aussi, elle était couplée à la réduction de poids, à l'amélioration de l'hémoglobine glycatée. Mais il y avait, à côté de ce résultat magnifique, un bémol. Un bémol perturbant. Un bémol perturbant qui était une augmentation du risque de rétinopathie, vous vous rappelez. 75% en plus de risque de rétinopathie chez des malades qui s'amélioreraient sur le plan cardiaque. Alors on améliore l'un, mais on dégrade l'autre. C'est pas une solution. Alors aujourd'hui, en 2017, il y a une explication partielle. Ce ne sont pas les mêmes malades. Regardez ceux qui
qui ont développé ou qui ont aggravé la rétinopathie pendant l'étude, ce sont des malades plus âgés, ce sont des malades qui avaient une durée de diabète beaucoup plus longue, ce sont des malades qui à l'inclusion étaient plus mal équilibrés, ce sont des malades qui étaient plus souvent sous insuline et qui avaient des antécédents déjà, dans une majorité de cas, de rétinopathie ou de rétinopathie proliférante. Et surtout, et c'est le dernier point, et surtout, ce sont des malades qui ont amélioré très fort et surtout très brutalement, trop rapidement, leur hémoglobine glycatée. Et les anciens parmi vous se souviendront des études de pick-up avec les premières pompes à insuline qui avaient montré exactement la même chose. La boucle est bouclée, l'oméga rejoint l'alpha. Alors voilà, on n'a pas aujourd'hui gagné la bataille du diabète, mais l'essentiel est de participer. Et il faut reconnaître qu'il y a des progrès thérapeutiques, il y a des innovations thérapeutiques qui contribuent certainement à gagner un jour, demain, cette bataille. Je vous remercie.